Salut à tous. 25% de l'approvisionnement mondial en pétrole est pris en otage à l'heure actuelle. Pas par une superpuissance, pas par une nation dotée de l'arme nucléaire et d'une marine hauturière, mais par une force composée de vedettes rapides, de drones sous-marins silencieux et de grottes creusées dans la roche. Et l'armée américaine, la force combattante conventionnelle la plus puissante de l'histoire de la civilisation humaine, ne peut absolument rien y faire. La 5 flotte américaine, le point blindé de la puissance navale américaine dans le golfe Persique, a été effectivement paralysé dans le détroit d'Ormuz par une force militaire régionale que Washington passe depuis des décennies à minimiser, à sous-estimer et à présenter de manière trompeuse au public américain. Ce qui suit n'est ni de la spéculation, ni une opinion, ni le genre de réaction à chaud livrée par quelqu'un qui n'a jamais évolué dans un environnement opérationnel. Il s'agit d'une analyse médico-légale de 40 années de préparation stratégique délibérée, patiente et portée par des institutions, et de ce que cela produit lorsque cette préparation entre en contact avec la réalité. Il faut établir un point dès le départ, parce qu'il est clair tout ce qui suit. J'ai passé des années à travailler comme inspecteur en armement et officier du renseignement militaire. J'ai été dans des salles où de véritables décisions stratégiques sont prises. J'ai lu les évaluations classifiées. J'ai vu les résultats des simulations de guerre. Et je sais comment l'armée américaine pense réellement les menaces lorsque les caméras sont éteintes et que les communiqués de presse sont rangés. Ce que je peux dire avec une certitude absolue, c'est ceci. Le détroit d'Ormuz figure dans les évaluations américaines des menaces et dans les documents de planification du commandement central américain, le CENTCOM, comme la vulnérabilité stratégique la plus critique de la sécurité énergétique mondiale depuis plus de 4 décennies. Tous les présidents depuis Carter, tous les commandants navals, toutes les grandes revues de défense, tous les exercices de guerre classifiés, tous ont identifié cette portion précise de 34 km d'eau comme l'endroit où les engagements américains en faveur de la stabilité économique mondiale étaient les plus exposés et les plus difficiles à garantir. L'hypothèse inscrite dans toute cette analyse, jamais réellement examinée, jamais testée face à un adversaire véritablement déterminé et préparé, était que la seule crédibilité militaire américaine suffirait à dissuader toute force régionale de tenter sérieusement de fermer le détroit. Cette hypothèse est morte. Elle n'a pas été tuée lors d'un affrontement spectaculaire unique, ni dans une bataille navale conventionnelle où l'on peut désigner un vainqueur et un vaincu, mais lentement, méthodiquement, avec une précision extraordinaire, au terme de 4 décennies de préparation, qui ont abouti à ce qui se déroule en ce moment même dans ces eaux. L'idée, si chère à Trump, selon laquelle le volume sonore et la posture peuvent remplacer la stratégie, paraît nettement moins convaincante lorsque la géographie refuse d'applaudir au signal. Pour comprendre ce que la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a construit dans le détroit d'Ormuz, il est impossible de commencer en février 2026. Il faut remonter à 1987. C'est l'année qui a tout changé, non seulement pour l'Iran, mais pour toute l'architecture future de la guerre navale asymétrique à l'échelle mondiale. Pendant la brutale guerre Iran-Irak des années 1980, la marine conventionnelle iranienne, la marine de la République islamique d'Iran, a refusé d'interdire agressivement le trafic des pétroliers que le Koweït et l'Arabie Saoudite utilisaient pour financer la machine de guerre de Saddam Hussein. Elle était trop prudente, trop contrainte par la peur des conséquences internationales, trop attachée au niveau institutionnel aux conventions de la guerre navale d'État à État. L'ayatollah Khamenei a observé cette timidité institutionnelle et a pris une décision dont les conséquences se font aujourd'hui sentir sur chaque marché pétrolier, pour chaque compagnie maritime et pour chaque gouvernement de la planète. Il a créé une force militaire totalement distincte, le corps des gardiens de la révolution islamique en mer, avec un mandat entièrement différent, une doctrine entièrement différente et absolument aucun intérêt pour les règles d'engagement qui avaient entravé son homologue conventionnel. Dès le premier jour de son existence institutionnelle, la marine du corps des gardiens de la révolution islamique a eu une mission stratégique principale inscrite au cœur de son identité, faire du détroit d'Ormuz la voie maritime la plus meurtrière et le piège militaire le plus lourd de conséquences de l'histoire moderne. Et elle a eu près de 40 années ininterrompues pour le construire exactement comme elle le voulait. En 1988, les États-Unis ont eu leur premier aperçu sérieux de ce à quoi cette mission ressemblerait un jour à grande échelle. L'USS Samuel B,
Roberts a heurté une mine iranienne dans le golfe Persique et a failli couler. Washington a répondu par l'opération Praying Mantis, l'un des plus importants engagements de surface navale américains depuis la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs navires iraniens ont été détruits en une seule journée. La Maison-Blanche a proclamé sa victoire. Les médias américains ont présenté cela comme une démonstration définitive de l'écrasante supériorité navale des États-Unis. Ce qui s'est passé au sein de la réflexion institutionnelle du corps des gardiens de la révolution islamique après cet engagement est essentiel, parce que la leçon qu'il en a tirée était exactement l'inverse de celle que Washington voulait transmettre. Il a conclu, de manière permanente et à tous les niveaux de sa chaîne de commandement, qu'il ne pouvait pas affronter la marine américaine dans une confrontation conventionnelle directe et survivre. Et qu'en conséquence, il ne la combattrait jamais dans une confrontation conventionnelle directe. À la place, il construirait un environnement avec soin et patience pendant des décennies dans lequel la supériorité conventionnelle américaine deviendrait tactiquement sans effet au moment où la confrontation surviendrait réellement. Ce n'est pas une formule rhétorique. C'est la logique stratégique fondatrice qui a guidé chaque décision d'acquisition, chaque investissement dans les infrastructures, chaque développement doctrinal et chaque exercice opérationnel mené par la marine du corps des gardiens de la révolution islamique depuis 1988. Le résultat de 35 années de ce travail, c'est ce que la 5 flotte américaine a aujourd'hui sous les yeux. L'aspect concret de ce piège est quelque chose que même les analystes les plus chevronnés à Washington décrivent comme véritablement inédit dans l'histoire de la guerre navale moderne. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique opère à travers 5 zones géographiques distinctes de responsabilité le long du littoral du golfe Persique. Elle maintient une présence militaire active sur environ 38 îles situées à l'intérieur du détroit et à sa proximité immédiate. Et creusée directement dans la paroi rocheuse de ces îles ainsi que le long du continent iranien, à une profondeur étudiée et selon un positionnement assez précis pour rester invisible aux satellites américains de reconnaissance en orbite basse, se trouvent au moins 10 bases opérationnelles fortifiées construites spécialement pour abriter et déployer rapidement des vedettes d'attaque rapide. Il ne s'agit pas de bateaux amarrés le long de quais. Ils sont à l'intérieur de grottes excavées dans la roche, capables d'être déployés en quelques minutes après réception d'un ordre. Cela compte. Ces grottes n'étaient pas des formations géologiques naturelles que l'Iran aurait découvertes par hasard avant de les adapter commodément. L'Iran les a creusées délibérément, méthodiquement, pendant des années, en mobilisant des moyens du génie militaire dédié, spécifiquement pour dissimuler des moyens militaires opérationnels au réseau de reconnaissance satellitaire le plus avancé jamais construit. Cette infrastructure de dissimulation a été construite et étendue pratiquement au vu et au su de tous, pendant que la communauté mondiale du renseignement se focalisait sur les programmes nucléaires, le développement des missiles et les réseaux de supplétifs. Le réseau de grottes qui cache la flotte iranienne d'attaque rapide est l'une des infrastructures militaires les plus lourdes de conséquences construites sur Terre au cours des 3 dernières décennies et il n'a presque suscité aucune attention publique sérieuse jusqu'au moment où il a commencé à produire des conséquences opérationnelles impossibles à ignorer. Malgré toute la grandiloquence de l'écosystème médiatique pro-Trump, il s'avère qu'une conférence de presse ne peut pas couler une grotte. Les vedettes d'attaque rapide abritées dans ces grottes, ce que les analystes ont commencé à appeler, de manière quasi unanime, la flotte de moustiques iraniennes, représente un chef-d'œuvre de l'ingénierie des armes asymétriques. Le nombre précis de navires dans l'inventaire des vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique est véritablement classifié et activement débattu au sein des services de renseignement occidentaux. Les estimations sources ouvertes provenant d'analystes de défense crédibles vont de plusieurs centaines à bien plus d'1 millier d'embarcations individuelles. Ce qui n'est pas contesté, c'est le concept opérationnel qu'elles incarnent. Un système d'armes conçu spécifiquement pour exploiter des vulnérabilités précises dans l'architecture défensive d'un adversaire importe davantage qu'un système qui cherche simplement à égaler ses points forts. La flotte de moustiques n'a pas été conçue pour vaincre des destroyers américains dans un échange de tirs conventionnels. Elle a été conçue pour créer un environnement opérationnel dans lequel les destroyers américains deviennent sans objet.
L'Iran affirme publiquement que certaines de ses vedettes d'attaque les plus rapides peuvent atteindre des vitesses soutenues supérieures à 100 nœuds en mer ouverte, soit environ 185 km/h, dans un environnement où les superpétroliers commerciaux avancent à peu, être 15 nœuds. La géométrie tactique que cela crée est dévastatrice d'une manière à laquelle la doctrine navale conventionnelle n'apporte aucune réponse adéquate. Ces embarcations peuvent surgir d'une position côtière dissimulée, accélérer jusqu'à leur pleine vitesse d'attaque, se rapprocher jusqu'à la portée d'engagement d'un navire cible, délivrer leurs armes, puis disparaître à nouveau dans le relief côtier rocheux avant qu'un système de défense embarqué ait le temps d'achever un cycle complet d'évaluation de la menace. La fenêtre d'engagement dont dispose un défenseur, le temps entre la détection initiale et le point d'impact, se mesure en secondes, pas en minutes, en secondes. Et il ne s'agit pas d'une lacune des capacités américaines que Washington sera en train de combler. C'est le résultat opérationnel exact que les planificateurs du corps des gardiens de la révolution islamique ont conçu, modélisé, affiné et poursuivi pendant des décennies de développement institutionnel. Mais si la flotte de vedettes d'attaque rapide semble être l'élément le plus alarmant de ce que l'Iran a construit dans ses eaux, ce n'est en réalité que la couche visible d'un système beaucoup plus vaste. C'est à ce stade que la situation passe du grave à quelque chose de véritablement inédit, à un niveau stratégique que la couverture dominante de cette crise n'a cessé de manquer. La flotte de moustiques n'est que la couche la plus visible d'une architecture de zone létale multidimensionnelle. Superposé directement à la menace de surface, représenté par les vedettes rapides, se trouve un programme de guerre par drone dont la sophistication opérationnelle, le volume de production et l'intégration tactique se sont développés pendant des années à un rythme que la communauté occidentale de la défense a, à plusieurs reprises, sous-estimé. Le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé des dizaines de frappes de drones confirmées contre la navigation commerciale depuis le début de cette crise, à la fin du mois de février 2026. Certaines ont été lancées depuis des positions terrestres le long du littoral iranien, d'autres depuis des navires de surface du corps opérant à l'intérieur du détroit, et d'autres encore depuis des moyens prépositionnés déjà présents dans la voie maritime elle-même avant que le premier avion américain ou israélien n'entre dans l'espace aérien iranien. Le Soufan Center, l'un des centres indépendants d'analyse de la sécurité et du renseignement les plus crédibles au monde, a officiellement estimé que la fermeture du détroit d'Ormuz a été obtenue principalement par l'emploi combiné de vedettes d'attaque rapide du corps, des gardiens de la révolution islamique et de systèmes de drones aériens. Menant des tirs directs contre des pétroliers commerciaux, aucun missile balistique n'était nécessaire. Aucune guerre navale conventionnelle de surface n'était nécessaire. Seulement l'emploi coordonné de deux systèmes asymétriques que l'Iran a passé des années à intégrer dans un concept opérationnel unique et cohérent. Cette approche combinée concluait l'évaluation, représentait l'instrument stratégique le plus efficace de l'Iran sur le plan opérationnel dans ce conflit. Le piège ne s'est pas refermé militairement, il s'est refermé financièrement. Quelques jours après le début de la crise, les grandes compagnies mondiales de transport maritime n'étaient pas physiquement empêchées d'entrer dans le détroit par un blocus naval. Elles suspendaient leurs opérations parce que la prime d'assurance de risque de guerre pour tout navire tentant le passage avait grimpé à un niveau si astronomique que le transit était devenu économiquement impossible à justifier. Cette distinction est capitale et elle a été presque totalement manquée par la couverture médiatique dominante. L'Iran n'avait pas besoin de couler 100 pétroliers pour fermer le détroit. Il lui suffisait de créer une menace démontrée suffisamment forte pour que le marché de l'assurance maritime rende le calcul commercial parfaitement clair pour chaque armateur. Et il a obtenu ce résultat avec une rapidité, une efficacité qui reflète une planification soigneuse en amont et non une réaction improvisée à la crise. La composante financière du piège a été pensée aussi délibérément que sa composante militaire. Les deux se sont refermés en même temps. L'ancienne promesse, très trumpienne, selon laquelle les marchés règlent tout se heurte ici à un problème simple. La première décision du marché a été de fuir le champ de bataille. Même cela ne rend pas encore compte de toute l'ampleur de ce que l'Iran a construit dans ses eaux.
Il existe un système d'armes au centre de cette crise dont l'écrasante majorité des personnes qui regardent cela n'a jamais entendu parler. Et c'est ce système qui a modifié de façon permanente et fondamentale le calcul de la menace à l'intérieur du détroit d'Ormuz d'une manière que l'analyse médiatique de surface commence à peine à aborder. Il s'appelle l'Azdar. C'est un véhicule sous-marin sans pilote développé par l'Iran, un drone sous-marin autonome, mis au point et perfectionné pendant des années dans une relative discrétion opérationnelle. Il apparaît désormais dans les milieux de la défense et du renseignement comme potentiellement la plateforme d'armes la plus stratégiquement importante de tout l'arsenal iranien à Ormuz. Les détails techniques ici ne sont pas accessoires. Ils sont au cœur du sujet. L'Ajdar fonctionne grâce à une propulsion électrique sur batterie au lithium. Aucun moteur à combustion. Aucun système d'entraînement mécanique produisant des vibrations. En conditions opérationnelles sous-marines, il ne produit pratiquement aucune signature acoustique. Dans un environnement de guerre sous-marine où la détection acoustique au moyen des systèmes sonars est la principale méthode d'identification des menaces immergées, un drone sous-marin électrique, presque totalement silencieux, est pratiquement invisible pour les systèmes défensifs sonars passifs standards déployés sur les bâtiments de combat de surface conventionnels. Son endurance opérationnelle lui permet de rester en immersion continue jusqu'à 4 jours complets sans faire surface, sans ravitaillement et sans communication active. Sa portée opérationnelle a été estimée à plus de 600 km, ce qui signifie qu'une seule unité Azdar déployée peut parcourir toute la longueur du golfe Persique, rester en attente dans des zones opérationnelles sans jamais faire surface, sans maintenir de liaison de commandement en direct et sans nécessité de supervision humaine continue. Lorsqu'un système d'armes sous-marin à endurance de plusieurs jours, totalement autonome et acoustiquement invisible, est combiné à une menace de surface venue de centaines de vedettes rapides ainsi qu'à une campagne simultanée de drones aériens, le résultat est une véritable zone létale en 3 dimensions, un environnement opérationnel stratifié attaquant simultanément sous la surface, à la surface et depuis les airs, auquel aucune posture défensive navale conventionnelle dans le monde aujourd'hui n'a jamais été conçue, équipée ni préparée doctrinalement pour faire face sur ces 3 vecteurs à la fois. Voilà la réalité à laquelle la Cinq Flotte américaine est confrontée dans le détroit d'Ormuz. Non pas une marine conventionnelle qu'elle pourrait engager et vaincre dans une bataille en haute mer, mais un environnement de menace soigneusement conçu, multicouche et tridimensionnel, construit spécifiquement pour rendre sans effet la supériorité militaire conventionnelle dans cette géographie précise. Les conséquences de cette réalité se mesurent désormais dans les prix du pétrole, dans les voies maritimes désertées, dans les fractures diplomatiques entre alliés américains et dans les calculs stratégiques glacés de gouvernements à Pékin, à Moscou et dans toutes les autres capitales de la planète qui observent cette confrontation et en tirent leurs propres conclusions sur l'avenir de la projection de puissance américaine. Ce qui s'est produit lorsque cette crise s'est réellement embrasée en temps réel, la séquence précise des événements à partir du 28 février 2026, c'est le moment où 40 années de préparation patiente sont devenues une réalité opérationnelle soudaine et dévastatrice à l'échelle mondiale. C'est là que l'histoire devient véritablement lourde de conséquences. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.